seule maladie mortelle actuellement grâce à l'efficacité et la bonne tolérance aux traitements antirétroviraux de dernière génération. On parle d'une maladie chronique, lentement évolutive, avec une espérance de vie qui est très proche de celle de la population générale. C'est vrai que ce n'est pas un traitement curatif, il y a la contrainte d'un traitement à vie, mais c'est un traitement qui permet de contrôler la réplication virale et comme je l'ai dit, il donne une espérance de vie qui est très proche à celle de la population générale. C'est une maladie à grande diversité des symptômes révélateurs. Il y a beaucoup de similitudes avec d'autres affections, ce qui peut être un frein ou une difficulté parmi les difficultés d'évoquer le diagnostic de l'infection à VIH et de retarder le diagnostic. Je rappelle aussi que l'infection à VIH prise en charge multidisciplinaire, donc toutes les spécialités sont concernées par la prise en charge de cette infection. Aussi, et malheureusement jusqu'à présent, il n'y a pas de vaccin efficace. Donc, nous avons tous à renforcer les messages auprès de la population générale ou de la population clé par rapport à la prévention et surtout la prévention primaire. Et par anticipation à une question classique, pourquoi la conception d'un vaccin est-elle difficile? C'est tout simplement parce qu'il existe de nombreux types de VIH. C'est un virus qui a une grande capacité à muter très rapidement, puis il s'intègre dans le génome de la cellule hôte et il cible les lymphocytes CD4 qui constituent des composants très important du système immunitaire et la réponse naturelle du système immunitaire ne permet pas une clairance virale totale comme le cas des autres virus et ce sont les mécanismes d'échappement qui constituent des freins à une bonne efficacité du vaccin. Alors, pour les données épidémiologiques, c'est juste pour vous dire que, par confirmer ce que je viens de dire, qu'il y a toujours des personnes qui décèdent à cause de l'infection à VIH. Et selon les déclarations de l'Organisation mondiale de la santé, il y a encore des nouvelles infections, 1,5 million par an. Il y a toujours des décès. Et la région africaine de l'OMS qui est la plus concernée par cette maladie. Donc, la pandémie, elle est continue. Ce n'est pas un problème qui est ancien. Donc, le problème n'a pas encore, on n'a pas pu régler le problème de l'infection à VIH parce qu'il y a toujours des nouvelles infections qui sont liées à la méconnaissance, parce qu'il y a des personnes qui méconnaissent leur statut sérologique VIH et il y a encore du travail sur la prévention et la lutte contre les comportements qui augmentent les risques de transmission de virus. Donc, pour cela et à travers ces objectifs, nous devons renforcer les activités de lutte pour atteindre les objectifs de l'ONU-SIDA qui prévoit d'ici 2030 faire le diagnostic de 95% de personnes qui méconnaissent leur statut sérologique, de les mettre sous traitement antirétroviral et d'avoir une bonne réponse virologique, un bon contrôle de la réplication virale. Et il prévoit aussi de baisser les taux des nouvelles infections et d'avoir zéro discrimination. Et on pourra toujours atteindre ces objectifs si on s'implique tous dans cette lutte et dans cette riposte. Donc, au Maroc, là, on a toujours une faible prévalence dans la population générale, de moins de 0,1%. Par contre, on a une épidémie concentrée avec une prévalence très élevée chez les usagers de drogue par voie intraveineuse, chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, chez les migrants subsahariens et les professionnels de sexe. Et la population et la prévalence chez la population carcérale elle est un peu plus élevée que celle de la population générale. Donc, on a intérêt, si on reçoit un patient, de chercher ces facteurs de risque et de repérer les populations clés et de proposer la sérologie VIH. Là aussi, ce sont les déclarations du ministère de la Santé. C'est juste pour vous dire que l'expérience marocaine
avait réussi dans la lutte contre le VIH. 64% des personnes ont été diagnostiquées à un stade précoce. Nous avons pu avoir la couverture en traitement antirétroviral de plus de 70% des patients vivant avec le VIH. Il y a une réduction de plus de 25% des nouvelles infections et il y a une diminution de 46% en 2 décennies de taux de décès. Donc, c'est un exemple à suivre. Alors, pour les aspects virologiques, il y a 2 types de VIH. Il y a le VIH1 qui est le plus répandu et le VIH2 qui existe en Afrique de l'Ouest. Et l'intérêt de connaître et de vérifier quel type de virus, c'est surtout par rapport au choix de traitement pour limitée. Nous avons des schémas de première ligne, de deuxième ligne, où il y a des Alors, pour les aspects virologiques, je sais que vous savez qu'il s'agit d'un virus ARN qui contient des glucoprotéines membranaires qui permettent la fixation sur la paroi des cellules hôtes. Qui a un taux de CD4 à moins de 50, ce n'est pas comme celui qui a un taux de CD4 à 300, à 500. Et puis, c'est un marqueur de l'efficacité thérapeutique parce qu'une fois, il faut avoir une valeur de référence. Une fois on met un patient sous traitement antirétroviral, on a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de contrôler la réplication virale et de baisser la destruction des lymphocytes TCD4 et avoir une restauration immunitaire qui s'exprime par l'augmentation de taux des CD4. Il y a d'autres cellules du VIH, et surtout les cellules présentatrices de l'antigène, à savoir les monocytes, les macrophages, les cellules folliculaires dendritiques, les cellules microgliales. Et ces cellules, elles ont un rôle principal dans la dissémination des particules virales. Et le VIH, par son tropisme, les cellules principales de l'immunité, il induit une infection généralisée avec possibilité d'infiltration de tous les tissus. Alors, pour le cycle de réplication du VIH, donc après sa fixation, il se produit une transcription de l'ARN en ADN grâce à la transcription inverse, et ensuite il se produit l'intégration de cet ADN dans l'ADN de la cellule hôte, et cette intégration du génome viral qui est la source de la persistance de VIH et de la réplication virale résiduelle. Donc après ce phénomène d'intégration qui se fait grâce à la deuxième enzyme qui s'appelle l'intégrase, il y aura la production des protéines virales qui vont être assemblées et qui vont sortir de la cellule hôte par bourgeonnement pour aller infecter d'autres cellules. Alors, pour l'évolution naturelle ou l'histoire naturelle de l'infection à VIH, c'est-à-dire sans qu'il y ait une intervention thérapeutique, schématiquement, il y a 3 stades. Après la contamination, il y a une phase de primo-infection. En général, c'est de 4 à 8 semaines, mais il n'y a pas vraiment une science exacte, c'est variable entre les individus. Cette période, elle est caractérisée par une réplication virale très importante parce qu'il y a une cinétique de réplication qui est une vitesse de réplication, une cinétique de réplication qui est très importante, ce qui permet d'atteindre des taux, des charges virales qui sont très élevés. Et durant cette période, il n'y a pas de riposte immunitaire, c'est-à-dire on ne va pas avoir des anticorps anti-VIH. Excusez-moi. Donc, après la primo-infection, cette phase de primo-infection, elle est en général asymptomatique, mais on peut avoir des symptômes et il s'ensuit la phase où la personne peut rester pendant longtemps asymptomatique.
Et ensuite, et durant cette période, on va avoir la production des anticorps, ce qui permet un contrôle incomplet de la réplication virale. Durant cette période, on va avoir une baisse très progressive de taux de CD4. Et après ce stade, on va avoir le stade de B, où le patient peut présenter des infections mineures ou des signes précoces dont la durée elle est aussi variable entre les individus. Et s'il n'y a pas d'intervention thérapeutique, la personne va avancer dans les stades pour arriver au stade C. Durant le stade qu'on appelle le stade de SIDA, le stade de SIDA au plan biologique, on va avoir une réplication virale qui est très importante, un épuisement du système immunitaire et une forte baisse de taux de CD4. Donc, la particularité de l'infection à VIH, qu'il n'y a pas de tableau typique. Il y a vraiment une grande différence entre les individus en termes de symptômes et en termes de périodes de différentes phases de la maladie. Et en plus, il y a les possibilités d'association entre les infections mineures, les infections opportunistes et des cancers chez la même personne. Et là, je vais vous présenter l'observation d'une jeune femme de 27 ans qui a été admise l'année dernière pour convulsions tonico-cloniques généralisées et un syndrome d'hypertension intracrânienne. Elle avait aussi une toux chronique. Elle avait des signes généraux, fièvre prolongée, sueur nocturne et un amaigrissement chiffré à 10 kg dans un espace de 2 mois. Et dans l'examen clinique, avait trouvé une patiente consciente, fébrile à 38,7 degrés Celsius, polypnique à 26 cycles, et elle avait une candidose buccale et un herpès génital. Donc, devant la symptomatologie neurologique, on a demandé un scanner cérébral qui a objectivé la présence d'abcès cérébraux frontaux droits avec effet de masse sur la colonne frontale du ventricule latéral, et le scanner thoracique qui a été demandé aussi dans le cadre du bilan et devant la symptomatologie respiratoire, avait objectivé un aspect du miliaire avec une lésion excavée postéro-basale gauche et des adénopathies médiastinales. Le bilan de la tuberculose est le revenu négatif et le SUBUE avait objectivé une leucocyturie sans germe. Les diagnostics retenus devant les signes radiologiques et cliniques. Donc, nous avons évoqué la tuberculose multifocale avec atteinte neurologique, pulmonaire et ganglionnaire. Et la patiente a été mise sous traitement antibacillaire. Et devant la présence des abcès cérébraux, le contexte de l'infection à VIH et les taux trop élevé des anticorps type IgG antitoxoplasmique, et comme la toxoplasmose cérébrale est la première cause de processus cérébral chez les patients infectés par le VIH, un traitement a été démarré à base de Bactrim et avec une corticothérapie. Et le complément du bilan des infections opportunistes avait objectivé une cryptococcose disséminée, méningée urinaire et sérique, et un traitement aussi a été démarré adapté à bien sûr, qui est efficace sur cette pathologie. Alors, l'évolution n'était pas favorable chez cette patiente. Il y avait la persistance de la fièvre, des céphalées, la réapparition des convulsions, avec l'extension de l'herpès génital vers les cuisses et l'apparition de lésions nécrotiques labiales. Et devant cette symptomatologie, nous avons évoqué l'infection acétomégalovirus et nous avons demandé une PCR CMV sérique avec une PCR multiplex dans le LCR qui avait objectivé la présence de CMV associé à l'herpès simplex virus 1, et un traitement a été démarré à base de cyclovir. Mais malheureusement, la patiente est décédée quelques jours après. Donc, moralité, nous avons intérêt à faire le diagnostic précoce chez les patients vivant avec le VIH, parce que plus les patients
avance dans les stades de l'immunodépression, plus il y a la possibilité de survenue concomitante de plusieurs infections mineures et opportunistes, et la prise en charge est lourde et le pronostic est mauvais. Et en plus, il y a un autre risque qu'on appelle le risque de restauration immunitaire une fois on mis des patients très immunodéprimés sous antirétroviral, sous traitement antirétroviral, et qui est aussi de mauvais pronostics. Donc, vous voyez l'impact du diagnostic, c'est juste pour vous montrer l'impact du diagnostic tardif, que ce soit à l'échelle de l'individu ou à l'échelle de la collectivité. Alors, pour cela, nous avons mis comme objectifs principaux de cette présentation, c'est de faire le point sur les principales circonstances des découvertes de l'infection à VIH pour améliorer le diagnostic précoce, aussi sur les contextes particuliers de la demande de sérologie VIH ou de dépistage, sur les modalités pratiques de diagnostic et sur les mesures de prévention. Donc, pour atteindre ces objectifs, nous avons préféré de vous exposer des résultats d'études sur les circonstances de découverte d'un travail que nous avons mené au sein de notre service, le service des maladies infectieuses du CHU Ibn Rushd de Casablanca, où nous avons inclus 525 nouveaux cas d'infection à VIH durant la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2018. Donc, l'âge médian des patients était de 35 ans. Donc, la majorité avait un âge moins de 40 ans, avec un pic de fréquence de 18 et 30 ans. Ce qui est bien sûr concordant avec les données nationales, c'est clair, avec la haute activité génitale sexuelle chez les jeunes. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que nous avons bien exploré et dépisté les sujets âgés? Car les études ont démontré que l'infection à VIH est insuffisamment évoquée et recherchée chez les sujets âgés. Or, le risque accru d'infection, il y a un risque accru d'infection à VIH chez les personnes âgées. On sait qu'il y a des connaissances qui sont très limitées par rapport à la prévention et aussi par rapport à la transmission, surtout dans notre contexte. Il y a des taux de divorce qui augmentent, il y a l'accès à des médicaments qui améliorent la performance sexuelle, et aussi il y a des conceptions encore erronées au sujet de la sexualité à un âge avancé dans le milieu des soins de santé. Et je vous invite à évoquer le diagnostic devant un contexte favorisant la transmission, quel que soit l'âge de vos patients. Alors, par rapport au sexe, il y avait une légère prédominance masculine, donc ce qui est aussi concordant avec les données nationales, mais aussi il faut se poser la question, est-ce que les femmes ont les mêmes chances de se faire dépister, surtout dans le contexte africain où la femme a une dépendance matérielle, il y a une faible culture sexuelle, il y a la peur de la stigmatisation de la maladie, et il a la peur aussi du risque de rejet, qu'il soit rejeté par la famille ou par le conjoint. Donc, il faut saisir toutes les opportunités pour la sensibilisation et le dépistage. Nous avons besoin de participer à l'éducation, à la formation, à participer à des formations, surtout dans les milieux scolaires, d'améliorer l'éducation sexuelle parmi les jeunes, de la population générale, proposer le test de dépistage au cours du bilan prénuptial lorsqu'il y a un projet de grossesse, et dépister l'infection à VIH chez les parturientes, quel que soit le stade de la grossesse. Alors, pour le statut marital, 43% des infections à VIH touchent les célibataires, mais il y avait quand même 38% des personnes mariées. Ça veut dire que le mariage n'exclut pas le diagnostic. Il faut chercher, je le dis souvent à nos chers étudiants, qu'il ne faut pas poser la question « est-ce que vous êtes marié ou non ?» parce qu'il y aura une question qui va être fermée, une réponse qui va être fermée. Donc, il faut toujours chercher l'existence des partenaires sexuels avec des rapports sexuels
sexuelle non protégée, que ce soit en extra-conjugal ou avant le mariage, et il faut chercher la notion de bisexualité. Alors, pour les catégories socio-professionnelles, comme vous dites, ça touche toutes les catégories. Donc, on doit éviter le préjugement. Il faut demander la sérologie à chaque fois qu'il y a un facteur de risque de transmission, quel que soit le statut. Accident d'exposition sexuelle. Donc, je rappelle quelques recommandations par rapport à cette prophylaxie. Donc, il est recommandé chez les personnes, chez les victimes d'accidents d'exposition au sang, lorsque la personne source est infectée par le VIH, après une piqûre profonde par dispositif intravasculaire, en cas de projection ou d'exposition cutanéo-muqueuse avec un temps de contact supérieur à 15 minutes. Donc, il est conseillé d'arrêter l'acte chirurgical ou l'acte de soins s'il y a une projection et aller se laver pour réduire au maximum le temps de contact et pour éviter une éventuelle contamination. Et aussi, cette prophylaxie, il est recommandé lorsqu'il y a des piqûres avec des seringues abandonnées et lorsque le statut sérologique de la personne source est inconnu. Donc, pour les modalités pratiques, donc c'est une trithérapie. La durée de traitement elle est de 4 semaines et une notion très importante qu'il faut initier cette prophylaxie le plus rapidement possible. L'idéal, c'est dans les 4 heures qui suivent l'accident, sinon au plus tard dans les 48 heures à 72 heures suivant l'exposition. Alors, pour la transmission verticale de la mère à l'enfant, il peut se faire dans les différentes phases de la grossesse et même après l'accouchement, en postpartum par le biais de l'allaitement. Et le risque de transmission à l'enfant, il peut aller jusqu'à 40% s'il n'y a pas d'intervention thérapeutique, mais ce taux ou ce risque, il peut être réduit à moins de 1% si on fait le diagnostic précocement, si on met la patiente sous traitement antirétroviral, car le traitement va permettre le contrôle de la réplication virale, donc moins de chances de passage de virus vers le bébé. Et il faut proscrire l'allaitement. Chez nous, on le remplace par, bien sûr, l'allaitement artificiel qu'on donne gratuitement à nos patients. Et il faut adopter le mode d'accouchement à la charge virale au moment et en fonction, bien sûr, des conditions obstétricales. Je rappelle que le désir d'enfant est un droit légitime à toutes les femmes, même aux femmes séropositives pour le VIH. Il suffit de faire le diagnostic précocement et d'organiser cette grossesse avec le médecin traitant. Et l'expérience avait montré que le taux de transmission est trop faible dans notre série. Alors, pour le contexte clinique de la demande de la sérologie VIH dans cette étude, était à l'occasion des symptômes cliniques dans 47,8%, suivi par le dépistage volontaire et par le dépistage familial. Pour les symptômes les plus fréquemment rapportés dans cette étude, il y avait l'amaigrissement, la candidose oropharyngée et les diarrhées inexpliquées supérieures à 1 mois et la fièvre prolongée inexpliquée. Aussi, les études, il y a des résultats similaires par rapport à nos résultats, avec prédominance dans les études, avec prédominance des signes dermatologiques et digestifs. Le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que ça doit et qui doivent attirer et notre attention, c'est surtout le caractère chronique et récidivant de symptômes. La présentation, c'est comme le cas de l'herpès, récidive tous les mois, tous les 15 jours. Une présentation clinique inhabituelle comme un zona extensif chez un jeune. L'évolution défavorable sous traitement présumé efficace, comme pour les diarrhées. Et le fait de faire, par exemple, le fait de demander la sérologie VIH permet d'éviter des examens très onéreux et invasifs et de retenir des diagnostics qui ne sont pas exacts. Et là, j'ai mimiqué parce que je viens de recevoir d'hospitaliser un patient pour un cas posé, mais qui consultait depuis 3 ans
et pour une symptomatologie digestive. Et un diagnostic de maladie inflammatoire chronique a été retenu. La maladie a fut mise sous corticothérapie salazopérine et le diagnostic n'a été fait qu'à l'occasion de l'apparition des lésions de Kaposi au niveau cutané muqueux. Là, c'est un exemple, ce sont des photos là d'une patiente que nous avons vue dans au service, une jeune patiente de 24 ans qui consulte pour un zona, c'est vrai extensif, avec en phase de cicatrisation. Il y a ce patient aussi qui a un zona extensif avec des lésions vésiculo-nécrotiques. Donc, le caractère extensif, la présentation inhabituelle doit attirer notre attention et il doit nous inciter à faire le dépistage. Aussi, l'herpès, lorsqu'on a un herpès extensif, comme le cas de ce patient qui avait une extension vers les organes génitaux externes et la région interficiaire. Donc, pour les infections opportunistes dans notre étude, il y a la tuberculose qui vient en première position, suivie par la pneumocystose, la toxoplasmose cérébrale, la rétinite CMV. Et la différence, c'est que dans la dernière étude, on voit que la candidose œsophagienne ne représente que 2,1% des infections opportunistes, alors que dans l'étude réalisée chez les patients nouvellement diagnostiqués entre 2004 et 2005, il y avait quand même une forte prévalence de la candidose œsophagienne. Donc, c'est très variable dans le temps et entre les individus. Alors, je rappelle que la tuberculose est l'infection opportuniste la plus fréquente au cours du sida. C'est une association meurtrière. Un tiers des cas des décès au cours du VIH sont liés à la tuberculose. Il y a une interaction dans les deux sens. Le VIH augmente le risque de la tuberculose et le BK augmente la réplication du VIH. D'où l'intérêt de faire le dépistage du VIH chez tout patient ayant une tuberculose, quelle que soit la forme clinique, pulmonaire ou extra-pulmonaire. Et tous les patients qui ont l'infection à VIH, ils doivent bénéficier d'un bilan de tuberculose systématiquement. Alors, pour la deuxième infection opportuniste retrouvée dans cette série, la pneumocystose, qui est une mycose profonde due au pneumocystis gyrovici, qui a comme cible principale les membranes externes des alvéoles pulmonaires et qui donne cliniquement et fréquemment une pneumopathie interstitielle dyspnésante fébrile. C'est une maladie qu'on peut prévenir par la prise quotidienne de cotrimoxazole lorsque les patients ont un taux de CT4 à moins de 200 cellules. Les aspects radiologiques de la pneumocystose sont variables. On peut avoir une pneumopathie interstitielle, segmentée, avec des foyers de nécrose. Les points importants à retenir, c'est que devant une pneumopathie dyspnésante fébrile, chez les patients vivant avec le VIH, il faut évoquer le diagnostic de la pneumocystose. L'idéal, c'est de faire une fibroscopie une bronchoscopie avec lavage broncho-alvéolaire et les examens microbiologiques. Sinon, on est autorisé des fois à démarrer un traitement d'épreuve par le cotrimoxazole et une corticothérapie. Et chez les patients VIH, non connus VIH, il faut faire le dépistage de l'infection à VIH, surtout lorsqu'il y a un contexte de transmission où il y a une évolution défavorable sous un traitement présumé efficace, une antibiothérapie à large spectre. Alors, la rétinite acétomégalovirus, il vient en troisième position dans cette étude. Il faut toujours l'évoquer chez les patients vivant avec le VIH lorsqu'ils présentent une baisse de l'acuité visuelle ou lorsqu'on trouve des lésions de vascularite, des lésions nécrotico-hémorragiques au fond d'œil. Le pronostic il est mauvais lorsqu'on prend du retard, il mène vers la cécité, d'où l'intérêt d'évoquer ce diagnostic et de traiter le plus rapidement possible.
Alors, la candidose buccale ou bucco-œsophagienne, c'est une circonstance de découverte qui est aussi fréquente. Donc, c'est facile, le diagnostic et les cliniques. L'atteinte œsophagienne doit être évoquée lorsqu'on a une candidose buccale. Le patient présente une dysphagie, des douleurs rétrosternales. Et aussi, c'est une circonstance qui doit vous inciter à faire le dépistage de VIH et demander la sérologie ou le test rapide. Donc, la toxoplasmose cérébrale est une infection opportuniste qui est aussi fréquente, qui est caractérisée par un grand polymorphisme clinique. Les images tomodensitométriques les plus classiques et les plus évocatrices sont les hypodensités avec rehaussement périphérique en cocarde. Et le traitement, c'est comme la pneumocystose, parce qu'on n'a pas accès à d'autres traitements comme la diazine malocide. Il peut être traité par le cotrimoxazole et la corticothérapie. Donc, la toxoplasmose cérébrale doit être évoquée chez tout patient ayant un abcès cérébral à évolution défavorable sous antibiotiques à large spectre et incite à réaliser la sérologie VIH. Et chez les patients vivant avec le VIH, tout signe neurologique doit faire évoquer le diagnostic de neurotoxoplasmose et impose la réalisation en urgence d'un scanner cérébral. Et comme c'est la première cause de processus expansif intracrânien, on est autorisé à démarrer un traitement d'épreuve. Et s'il s'agit de toxoplasmose en général, l'évolution, elle est très favorable et c'est une maladie qu'on peut prévenir par une prise quotidienne, comme pour la pneumocystose, par le cotrimoxazole. Alors, pour les cancers, ce qui sont des indicateurs de sida. Il faut savoir que le VIH n'est pas une cause directe de cancer, mais il favorise la maladie par le biais de l'affaiblissement du système immunitaire. Et ces cancers sont la conséquence d'une réactivation de certains virus autres que le VIH. C'est l'exemple le HHV8 pour le sarcome de Kaposi, l'Epstein-Barr virus pour certains types de lymphomes, non-Hodgkinien, et l'HPV pour le cancer du col de l'utérus. Et je rappelle aussi que toute femme infectée par le VIH doit bénéficier d'un frottis cervico-vaginal. Et l'idéal, c'est de chercher l'HPV hautement oncogène pour pouvoir adopter le rythme de suivi, de contrôle en fonction de résultats. Donc, tout cancer doit nous inciter, il faut dépister devant les cancers, la présence de cancer chez vos patients, il faut dépister l'infection à VIH. Donc là, je citerai l'exemple de sarcome de Kaposi qui peut donner dans le diagnostic est facile et clinique. Il peut donner une atteinte cutanée, une atteinte muqueuse ou viscérale. Pour les lésions élémentaires dans l'atteinte cutanée, il y a les macules, on peut avoir des macules brun, violet ou marron, comme vous voyez ici. C'est pas la souris. Des papulonodules pigmentés, des nodules angiomateux. On peut avoir des placards infiltrés ou verruqueux ou ulcéropapuleux. De toute façon, la biopsie s'impose et le diagnostic il est histologique. Et ce sont les images de Kaposi du patient dont je vous ai parlé, qui avait pris beaucoup de retard et qui avait des symptômes digestifs avant qu'il arrive au stade C, de la maladie avec un sarcome de Kaposi. Toujours dans le contexte clinique de la demande, et il y a le dépistage volontaire qui est quand même un pourcentage qui est très important, 19,8%, mais on a encore du travail à faire pour améliorer le dépistage volontaire. Donc, nous avons à mener des actions au profit de la population générale pour pouvoir atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé. Le dépistage familial a été
retrouvé dans 14,1% à l'occasion de la séropositivité du conjoint. Donc, on a intérêt à sensibiliser les patients vivant avec le VIH à informer leur partenaire sexuel pour se faire dépister. Et il faut toujours dépister, bien sûr, n'oubliez pas de dépister les enfants d'une maman séropositive et les mamans des enfants séropositifs. Donc, le diagnostic a été fait à l'occasion du bilan d'IST dans 2,8%. C'est vrai que ça reste, on espère que le bilan dans le cadre d'IST doit atteindre des chiffres très importants parce que la prévalence elle est très élevée par rapport, elle est de 450 000 cas par an. Donc, il faut retenir que tout IST doit faire chercher les autres IST. Le don de sang dans ce travail a été noté, c'est-à-dire le dépistage à l'occasion d'un don de sang a été retrouvé dans 4,5% des cas. Et dans un autre travail que j'ai mené avec une étudiante en médecine dans le cadre pour l'obtention dans le cadre de préparation d'une thèse, nous avons trouvé qu'il y a 41% des personnes qui avaient un antécédent d'acte à risque ou un comportement sexuel à risque a fait le dépistage, a réalisé le dépistage dans les centres de transfusion. Je vous invite à déconseiller le centre de transfusion comme lieu de réalisation de dépistage. Il y a une phase de séroconversion qui peut aller jusqu'à 3 mois, où il y a l'absence des anticorps anti-VIH et il y a la possibilité d'avoir le virus. Alors, il y a d'autres demandes de dépistage qui ne sont pas vraiment justifiées, à savoir la demande de visa et le bilan de pré-embauche, surtout lorsqu'ils sont demandés sans avoir le consentement de patients. Et la question qu'on se pose, est-ce que dans les pays de destination, il n'y a pas d'infection à VIH et est-ce que les PV-VIH n'ont pas le droit au travail? Car le principe, c'est quoi? C'est que toute personne devrait être autorisée à travailler ou à gagner sa vie tant qu'il est en état de le faire, et le droit au travail est aussi important que le droit au traitement. Donc, il y a certains patients qui ont été diagnostiqués à l'occasion des manifestations hématologiques. Surtout dans cette étude, il y avait les cytopénies, mais il y a d'autres manifestations hématologiques qui doivent attirer notre attention. Et ce qu'il faut retenir, au moins devant une lymphopénie, il faut chercher l'infection à VIH. Donc, pour conclure, la clé de la réussite des programmes de lutte contre le VIH passe par le renforcement des informations par rapport à la sensibilisation par rapport à la prévention. Là, je reprends la fidélité dans le couple, l'utilisation de préservatifs aussi, la prophylaxie pré-exposition pour les personnes qui ont un risque élevé d'être contaminées par le VIH. Il faut connaître les signes précoces de la maladie pour faire un dépistage précoce. Quand vous avez vu dans le cas de la jeune femme de 29 ans qui est décédée, la prise en charge elle est très lourde et le pronostic elle est mauvais. Et l'idéal c'est d'avoir une thérapie innovante, un vaccin efficace ou un traitement curatif. N'hésitez pas de demander la sérologie VIH devant les circonstances de découverte cliniques, biologiques et radiologiques, devant un contexte de dépistage familial, lorsqu'un conjoint séropositif, une maman séropositive ou un enfant séropositif. Donc, il faut toujours dépister les membres de la famille. C'est surtout le conjoint et les enfants, à l'occasion des infections sexuellement transmissibles, après un viol, après un accident d'exposition au sang, et lorsqu'il s'agit des populations clés. Et puis, après un dépistage d'une personne séropositive, bien sûr, ce dépistage qui doit être fait en respectant l'éthique et le consentement des patients, il faut contacter les référents dans les services de prise en charge, sinon, il faut avoir les bonnes adresses pour
pouvoir les aiguiller, les orienter vers ces services de prise en charge. Il faut toujours rassurer vos patients bien sûr, en leur donnant des messages très positifs, qu'il y a des médicaments qui sont bien tolérés, qui sont efficaces, qui ont amélioré l'espérance de vie, qui est très proche de la population générale, que la prise en charge elle est gratuite et la prise en charge se fait dans le cadre de respect et de la confidentialité. Et mon dernier mot, c'est je tiens à remercier ma chère collègue Dr Bensrer qui a participé à la préparation de cette présentation. Je remercie toutes les équipes des services de prise en charge des maladies infectieuses au Maroc, les ONG et surtout l'association de lutte contre le sida, la direction d'épidémiologie et de lutte contre les maladies du ministère de la Santé qui font des efforts colossaux dans la lutte contre le VIH et nos chers patients qui adhèrent aux différentes études, choses qui nous permettent d'avoir des résultats, d'interpréter et de s'améliorer. Et merci pour votre attention.